Bonjour à tous. Une crise énergétique frappe l'Europe. Au moins depuis le début de l'année 2021, la fermeture de plusieurs centrales nucléaires et une météorologie défavorable ont entraîné une baisse de la production d'énergie. Les prix s'élèvent au rythme de la raréfaction du gaz. Quelques années auparavant, une collaboration des pays du nord de l'Europe a accouché d'un projet de gazoduc pour la fourniture du gaz produit en Russie. En pleine mise en service, cette infrastructure nourrit les espoirs d'une réponse à cette crise qui fait flamber les factures des ménages. Le défi de cette vidéo est de retracer le chemin de la construction de ce projet jusqu'à sa mise en service. Nous verrons notamment quels sont les acteurs qui sont intervenus et les défis techniques qu'ils ont su résoudre. La vidéo est découpée en chapitres que tu peux suivre via l'écho temporel de la zone de description ou le long de la barre de lecture. Active également les sous-titres si cela t'est plus convenable. Bien entendu, je t'invite à t'abonner gratuitement à cette chaîne Sigma.io et à activer la notification pour ne rien rater les futures publications. Partage cette vidéo autour de toi. Pense aussi à me suivre sur les réseaux sociaux dont les liens sont en zone de description. À cause du rapide déclin de sa production domestique de gaz, l'Union européenne avait besoin d'un approvisionnement extérieur en gaz fiable, abordable et écologique. Le projet Nord Stream a été développé dans le but d'obtenir un mix énergétique à bas carbone, de suppléer aux énergies renouvelables intermittentes et de satisfaire aux critiques contre le nucléaire. Son pipeline transportera le gaz depuis l'une des plus importantes réserves mondiales pour servir le marché de l'Union européenne. Le projet Nord Stream consiste en deux phases. Une première phase, quelquefois dite Nord Stream 1, a été développée entre 1997 et 2012. Puis la deuxième phase, Nord Stream 2, débuta en 2011 et est actuellement en phase de mise en service. Chacun de ces projets comporte deux lignes joignant les côtes russes au nord de l'Allemagne via la mer Baltique. Cette vidéo ne traite que de la deuxième phase. Nord Stream 2 comporte deux lignes jumelles qui prennent naissance près de la baie de Narva, dans le rayon de Kijisep, de l'oblast russe de Leningrad. Elle se termine dans la ville de Lubmin, en Allemagne. Chacune de ces lignes se décompose en trois grands segments. Un segment sur terre en Russie, un segment sous-marin dans la mer Baltique et un dernier segment terrestre en Allemagne. Le segment sous-marin traverse les eaux territoriales de la Russie, de la Finlande, de la Suède, du Danemark et de l'Allemagne. Chacun des segments terrestres est respectivement relié au réseau de gaz russe et européen. De bout en bout, le pipeline fait environ 1230 km. Avant tous travaux de construction, les études d'impact environnemental ont été menées par Ramboll et Environmental Resource Management. Marine Mattechnik, IFAO, Peter Gas et DOF Subsea ont effectué les études du fond marin et du tracé. Pendant plus de 5 ans, les fonds marins ont été minutieusement explorés et cartographiés afin de déterminer le tracé le plus économique pour les investisseurs, le plus fiable pour l'ouvrage et le moins impactant pour l'environnement. Les espèces protégées ont été l'objet d'attention particulière. Par exemple, le comportement et le déplacement des pinnipèdes ont été étudiés à l'aide d'outils technologiques. Intech Engineering et SciPec ont respectivement effectué les études d'avant-projet sommaire et celles d'avant-projet détaillé. Pour la construction du gazoduc, environ 200 000 tuyaux ont été fabriqués par une entreprise allemande et deux entreprises russes. Chacun des tuyaux est un tube en acier de diamètre 1153 mm, de longueur 12 mètres et d'épaisseur de parois variant entre 27 et 41 mm. La face intérieure est revêtue d'une couche anti-friction et la face extérieure d'une protection contre la corrosion. Du béton armé d'épaisseur entre 60 et 110 mm le recouvre, ce qui permet de doubler la masse de 12 à 24 tonnes et augmenter la stabilité sur le fond marin, mais aussi protège le tuyau des dommages extérieurs. Ce travail de bétonnage a été mené par l'entreprise malaisienne Wasco Coatings au port de Kotka en Finlande et de Mukran en Allemagne. Deux autres ports ont servi d'entrepôt intermédiaire pour le désengorgement des ports de fabrication et le raccourcissement des distances. Il s'agit des ports de Koverhat à Anko en Finlande et de Karlshamn en Suède. Sur les terres russes, le segment est composé de 3 installations. Une station de compression située à 5 km de l'atterrage, d'où partent des tuyaux qui se prolongent sous terre jusqu'au berge sur une longueur de 3,7 km. Entre autres, l'atterrage contient des lanceurs de jauge d'inspection des pipelines, des valves d'arrêt, des évents pour libérer le gaz des tuyaux et des filtres à particules. Les tuyaux sous terre traversent la réserve forestière de Kukalski. Il a fallu développer une technique de tranchée à base de pare-planches pour réduire de 50% environ l'emprise des travaux, de 70% environ le volume de terre excavé et éviter toute nécessité de pompage d'eau souterraine. Cette technique a ainsi permis de limiter les impacts sur la flore, la faune, l'hydrologie souterraine et les espaces que cette dernière abrite. De l'autre côté, sur les terres allemandes, le segment est composé de 2 installations, un atterrage et des conduits sous terre. L'atterrage contient entre autres des valves d'arrêt, des récepteurs de jauge d'inspection des pipelines et des évents de vidange. Les conduits sous terre ont été posés par micro-tunnelage sur une longueur de 700 mètres sans tranchée.
entre les deux segments d'extrémité, la partie sous-marine. Les tuyaux ont été posés sous des tranchées dans le fond marin par les entreprises suisses Allseas, italiennes Saipem et russes MRTS. Plusieurs vaisseaux et barges ont été utilisés pour les profondeurs marines variant de 15 à 210 mètres. Des navires transporteurs ravitaillent les vaisseaux en tuyaux et leur soudure bout à bout se fait à bord des vaisseaux. La chaîne continuellement formée est déposée à une vitesse d'environ 3 km par jour. Chaque soudure est contrôlée avant d'être recouverte de protection anti-corrosion et de mousse polyuréthane. Différents vaisseaux opèrent en même temps et les chaînes sont soudées entre elles par la technique dite du raccordement hors d'eau. Propulsés par des lanceurs placés en Russie et accueillis par des récepteurs en Allemagne, les jauges d'inspection des pipelines sont des ensembles allongés de capteurs transportés dans le gaz en circulation de l'organisation. Durant le voyage, l'intérieur des tuyaux est scanné afin de détecter le plus petit changement dû à la corrosion ou au dommage mécanique. Les possibles mouvements de canalisation dus aux impacts extérieurs sont également enregistrés. Une collaboration noble entre les États peut contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. En plus des avancées techniques qui a permis la construction de cette infrastructure, les échanges commerciaux ont été source de plusieurs emplois à travers des multiples acteurs qui y ont contribué. Les équipes techniques ont su faire moins d'ingéniosité pour braver les difficultés, en particulier environnementales. Aurais-tu pu recourir aux équipements techniques et technologiques tels que les exosquelettes? Pour en savoir plus, regardez cette vidéo qui traite de l'application des exosquelettes dans l'industrie de la construction.